Bonjour Jean-Luc. Bonjour FrenchWeb. Vous êtes à l'origine de NetWave, une entreprise que vous avez lancée en 2009 maintenant. Pour résumer, NetWave, c'est du web boosting, c'est-à-dire que vous aidez, notamment au travers d'un produit phare que vous avez lancé il y a quelques mois qui s'appelle Web Sale Booster. Vous aidez les e-marchands à augmenter leur taux de conversion, c'est ça? Tout à fait. L'objectif de Web Sale Booster est d'aider les e-marchands à augmenter le taux de conversion, mais pas par des mécaniques, je dirais, de hard selling. Au contraire, en essayant de comprendre ce qu'est venu chercher l'internaute sur le site et en lui recommandant les produits qui répondent le mieux finalement à son besoin, à son attente, tel que nous l'avons détecté. Donc finalement, l'objectif notamment de Web Sale Booster aujourd'hui que vous proposez à quoi, une dizaine de clients aujourd'hui? Une vingtaine de clients. C'est ça, c'est de recommander finalement le... Alors, en fait, nous gérons des flux, nous ne stockons pas d'informations, nous stockons très peu d'informations. Nous gérons des flux parmi lesquels nous cherchons des signaux faibles. C'est-à-dire que, contrairement aux techniques de data mining, nous n'allons pas chercher ce qui rassemble les gens par leur plus petit dénominateur commun, nous allons chercher ce qui les distingue entre eux. Une fois que nous avons trouvé ce qui les distingue entre eux, nous allons voir dans l'expérience la plus récente de notre application s'il y a des gens qui présentaient ces mêmes signaux faibles et nous déterminons ce qu'ont fait ces gens-là. Si vous êtes quelqu'un qui est pressé, qui vient sur un site pour acheter une robe de soirée plutôt haut de gamme, mais en recherchant quand même la bonne affaire, voilà une situation type que nous sommes capables de détecter, et bien nous allons regarder si dans la mémoire de notre application, nous avons des gens qui présentent le même profil que vous et ce qu'ils ont fait. Donc cette analyse situationnelle inductive nous permet finalement de faire deux choses. Premièrement, de déterminer quel est votre besoin, quelle est votre attente. Deuxièmement, de vous recommander ce qui a le plus de chances statistiquement de satisfaire votre besoin, puisque c'est ce qui a été acheté majoritairement par les gens qui avaient le même besoin que vous. Pour revenir sur les e-marchands qui sont vos clients aujourd'hui, qui ont évidemment tous, et particulièrement cette année, un besoin urgent et un ROI urgent sur leur taux de conversion, ça donne quoi en termes de résultats ? Et est-ce qu'on peut avoir un exemple type d'un déploiement justement de la solution? Oui, tout à fait. Alors, en termes de résultats, on mesure hebdomadairement les résultats effectivement et la différence de taux de conversion entre la partie du flux qui est traitée par notre application et l'échantillon témoin que nous gardons non traité par notre application, puisque tout notre modèle économique en dépend. Donc on le mesure bien sûr pour prouver que nous avons une efficacité, mais surtout parce que nous nous rémunérons sur la partie incrémentale de chiffre d'affaires que nous créons. Nous sommes rémunérés non pas à la performance, mais à la surperformance. Donc on le mesure tous les mois. Sur la moyenne du parc installé, je crois qu'au mois d'août, l'augmentation moyenne du taux de conversion tout site installé était de 11%. À peu près. En général, ça s'étale entre 8 et 15% sur les pointes, 11% en moyenne. Après, il faut distinguer aussi plusieurs phases. Notre application étant auto-apprenante, puisqu'elle vient faire référence à ce qu'elle a déjà vécu. Bien évidemment, le premier mois où nous installons l'application, on n'atteint pas 11, 12, 13, 14% d'augmentation de conversion. On arrive en général à avoir un premier mois qui se situe entre 2 et 5%. On monte ensuite entre 5 et 8, 10%. Et puis ensuite, on passe en moyenne. Nos clients restent toujours dans un schéma, sauf accident, de 8 à 12, 13, 14% en moyenne, avec des pointes qui montent jusqu'à 16, 17, 18%. Donc vous avez des clients par exemple comme de la maison, comme Milibou, Atilia, qui sont dans le secteur de la déco, mais pas seulement je crois. Tout à fait, tout à fait. Alors effectivement le secteur de l'équipement de la maison est important chez nous, à travers les clients que vous avez cités qui sont plutôt dans le mobilier, le design, etc. D'autres clients comme Rue du Commerce ou Cobra qui eux sont plutôt sur la partie électronique grand public de l'équipement de la maison. C'est l'essentiel je dirais aujourd'hui, l'équipement de la maison de notre parc installé avec le textile. On a aussi des clients qui sont hors de cela, par exemple Wanimo que nous sommes en train de déployer et qui commencera son test avant la fin de l'année, Vacances Transat qui est dans le secteur du voyage, Europcar que nous venons de signer qui est dans un domaine encore complètement différent. Donc effectivement, on a aujourd'hui une couverture assez large. Alors si on revient à NetWave en chiffres, vous aviez effectué une première levée de fonds de un peu plus de 400 000 € je crois. Oui, tout à fait, auprès de Business Angels en juin 2011. Ici, au global, NetWave embauche combien de personnes ?
Alors ici, nous sommes désormais, on a compté les petites statuettes ensemble tout à l'heure, donc il y en a 21 ici, et il y en a 3 qui n'ont pas encore leur statuette, puisqu'ils sont en période d'essai, et que chez NetWave, on a sa statuette quand on a fini sa période d'essai. Voilà, donc nous sommes 24. Est-ce que vous communiquez sur un chiffre d'affaires aujourd'hui? Oui, on va réaliser à peu près 1 million d'euros de chiffre d'affaires en fin d'année, et on projette un chiffre d'affaires entre 3 et 4 millions d'euros pour l'année prochaine. Ça dépendra de notre capacité à lever des fonds et à accélérer notre développement commercial. La croissance de NetWave qui est relativement rapide quand même, en quelques années. Comment vous pensez la gérer là, dans les mois qui viennent? Écoutez, pour l'instant, on a un objectif prioritaire qui est de consolider notre marché français. L'objectif est simple, c'est 30 clients en base installée en France, tournant régulièrement. Ensuite, se déployer à l'international, avec une cible prioritaire qui est la Grande-Bretagne, premier marché e-commerce européen, puis le reste de l'Europe, et puis on verra après si on franchit l'Atlantique ou pas, mais pour l'instant, la priorité c'est France, Grande-Bretagne, Europe. Voilà. Vous êtes aussi le président, investi dans votre région, parce que vous êtes le président de DP Invest, qui est un fonds d'amorçage qui dépend du cluster Digital Place. Tout à fait. Nous sommes allés voir il y a peu de temps. Alors pourquoi vous investir auprès des startups aujourd'hui ici? Déjà, l'investissement dans DP Invest, il dépend d'un investissement dans Digital Place. Donc, effectivement, cette organisation d'entreprises qui organise entre elles des flux de transfert de connaissances, des flux d'entraide, des flux d'appui, des flux de réflexion commune, est quand même dès le départ intéressant. Dans notre cahier de décharge, chez Digital Place, nous avions, puisque nous sommes aidés par des organismes publics au démarrage de l'association, nous avions effectivement la création d'un fonds d'amorçage. Si vous voulez, la difficulté, l'amorçage, c'est le chaînon le plus difficile à financer en France. Quand vous allez voir des fonds d'investissement, on vous dit, quand vous aurez 500 000 euros de chiffre d'affaires et 10 clients, ok, on investira chez vous. La problématique, c'est qu'avant d'avoir les 10 clients et les 500 000 euros de chiffre d'affaires, à un moment donné, il faut bien être passé par le développement de l'application, les premiers bêta-tests, les premiers clients, etc. Et ça, c'est le plus compliqué. Et c'est le plus compliqué pour des raisons évidentes. C'est le plus risqué. Donc, effectivement, on a du mal à aller vers ce qui est le plus risqué. Et c'est le plus difficile à décoder. C'est qu'est-ce qui est réellement une innovation, qu'elle soit technologique, de business model, d'organisation, de process, peu importe. Qu'est-ce qui est une innovation qui est capable d'être adoptée par le marché et d'être valorisée par le marché? Vous avez des tas d'innovations qui sont extrêmement intéressantes, mais finalement elles répondent à aucun besoin sur le marché et elles ne sont pas capables d'être valorisées sur le marché. Donc à un moment donné, être capable d'amener un groupe de chefs d'entreprise IT qui est capable d'aller décoder si de leur point de vue à eux, alors on peut toujours faire erreur, mais c'est une certitude plus forte pour les autres investisseurs quand un groupe de chefs d'entreprise IT est venu décoder la capacité d'une innovation à être adoptée par le marché, à être valorisée par le marché, premièrement. Deuxièmement, quand les conseilleurs sont les payeurs, ça permet de plus facilement aller chercher des effets de levier. Si on se contentait de dire, écoutez, nous on fait une labellisation, oui c'est un projet innovant qui nous semble très intéressant, je pense qu'on aurait du mal à convaincre des business angels, des fonds, etc. Quand vous dites non seulement on est convaincu que c'est une innovation intéressante, mais nous-mêmes nous allons investir dedans, là vous êtes quand même un petit peu plus puissant. Et du coup, on s'était fixé un objectif qui était pour 1 euro investi, on levait 4 euros. Nous avons fait 2 dossiers d'investissement, la société Phonitive avec sa technologie Touchalize et la société Unitag qui sont 2 jeunes pousses toulousaines très très prometteuses. Et dans les 2 cas, nous avons effectivement investi 1 euro et nous sommes allés chercher à l'extérieur 4 euros. Et finalement, cette expertise que nous amenions et le fait d'investir nous-mêmes a facilité la levée des 4 euros complémentaires. Une question sur le quartier numérique. Toulouse est aujourd'hui considéré comme un quartier numérique dans ce grand projet global voulu par Fleur Pellerin, la ministre du numérique, de l'économie numérique aujourd'hui. Ça vous inspire quoi d'être un quartier numérique? Alors, je ne sais pas ce qu'elle met exactement derrière le quartier numérique. Ce que je sais, c'est que la région Midi-Pyrénées, et ça il faut le savoir, est quand même la 2e région IT en France après l'Île-de-France. Donc c'est là où il y a le plus de ressources humaines informatiques après l'Île-de-France. C'est donc quelque chose qui pèse lourd. Je pense que Toulouse présente aussi une spécificité sur certains aspects. Je pense notamment à tout ce qui est informatique embarquée, temps réel, etc., qui est extrêmement forte et qui sont des problématiques qui sont lourdes pour l'avenir. Ce ne sont pas des problématiques où tiens, il y aura un petit phénomène de mode. Ce sont des problématiques, la délégation en temps réel
finalement d'un certain nombre de tâches humaines à des systèmes informatiques intelligents, c'est quelque chose qui aujourd'hui est une des tendances très lourdes de l'informatique. L'informatique des objets et le web des objets finalement n'est qu'une conséquence de cette tendance lourde. Donc je dirais que Toulouse de ce point de vue-là a certainement des atouts à faire valoir, ne serait-ce que parce qu'on trouve beaucoup d'informaticiens sur ces matières-là. Ce que je souhaiterais, c'est que les entreprises numériques puissent en amont bénéficier d'une fiscalité qui favorise l'investissement et pas d'une fiscalité qui convainc certains fonds avec qui vous êtes en contact à vous demander en question préalable si vous êtes prêt à déplacer votre siège en Grande-Bretagne. Voilà, donc encore un petit effort, Madame la Ministre. Je ne suis pas un très grand spécialiste du networking, c'est quelque chose que j'ai découvert assez tard dans la vie. Un bon networking, finalement pour moi, je vais commencer par ce que ça n'est pas. C'est quelque chose qui ne se résume pas à des mondanités. Voilà. Faire des cocktails le soir, c'est extrêmement intéressant, mais ça n'a pas un grand intérêt. Et au final, je dirais qu'un bon networking, c'est ou quelque chose qui sert les intérêts court terme de votre entreprise, c'est-à-dire un networking qui vous permet de rencontrer clairement des clients potentiels ou des financements potentiels d'ailleurs pour les startups. Et puis je mettrai une deuxième partie de notre networking. Finalement, chacun d'entre nous a quelque chose à amener à la collectivité. On lisait avec Daniel Benchimol, le président de Digital Place, il y a quelques mois, un article de je ne sais plus quel dirigeant de fonds de capital risque californien qui disait que l'une des clés du succès de la Silicon Valley, ça avait été que les entreprises qui avaient réussi étaient prêtes à consacrer bénévolement du temps, des moyens, des locaux, des conseils à des entreprises qui n'avaient pas encore réussi. Et finalement, un deuxième bon networking, finalement, c'est un networking où vous vous mettez à la disposition des autres et où vous contribuez à la création d'un écosystème global sur votre ville, sur votre région, sur votre pays, qui renforce finalement votre propre position par conséquence.